Finalement, l'AI va nous donner du temps avec l'humain, c'est-à-dire, in fine, le client derrière, à qui vous allez expliquer ce qui se passe et comment ça va se passer. On choisit son notaire aujourd'hui, et quand on n'a pas un feeling avec ce notaire, on passe la porte. En tout cas, les nouvelles générations, c'est ce qu'ils font. Dans le contrat de mariage, madame a absolument voulu que soient listés ses sacs de luxe qu'elle tenait de sa grand-mère et de sa mère. Et qu'elle voulait que ce ne soit pas un sujet, la provenance de ces sacs. Et donc, elle voulait absolument qu'ils soient identifiés dans le contrat de mariage et pas par acte séparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrac, le podcast de Néo Notario. Le but de ce podcast est de vous donner le réflexe notaire dans les moments clés de votre vie, en vous montrant que derrière la rigueur, les notaires sont avant tout des hommes et des femmes comme vous. Je suis Arthur Cassagno, le fondateur de Néo Notario. Et chez Néo Notario, notre mission est de moderniser le notariat tout en préservant ses valeurs fondamentales. Installez-vous confortablement, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, on reçoit Maître Vessier. Bonjour. Bonjour, qui est client de Néo Notario et qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être là avec nous. Maître Vessier, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous donner votre vision du notariat de demain ? Oui, bien sûr. Alors, Maître Catherine Vessier, moi je suis une créatrice, je me suis installée dans le 17e à Paris il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et j'étais ravie de revenir à Paris puisque j'étais dans l'Hérault, en Occitanie. Et aujourd'hui, je pratique un notariat de particulier, c'est-à-dire le notariat à l'ancienne, tel qu'on l'a encore en tête dans les familles, c'est-à-dire un notariat de proximité pour les problématiques de particuliers, les ventes, les successions, ce qu'on appelle dans notre jargon les actes courants. Mmh. Et ma philosophie, c'est d'être assez accessible. Je me lie souvent d'amitié avec mes clients et on rentre souvent dans un notariat assez intime et profond où on sait pourquoi les gens en sont en arrivés là et pourquoi ils veulent aller dans une autre destination parce qu'on connaît bien la famille, et c'est ça qui me plaît dans le notariat. Voilà. Après, notariat d'avenir, je pense que justement, il faut essayer de montrer qu'il y a différents notariats, qu'il y a pas. Alors, il y a certainement des bons et des mauvais notaires, mais il y a différentes manières d'être notaire. Surtout à Paris, mais dans toutes les villes, c'est pareil. Il y a des notaires qui vont faire beaucoup de droit des affaires, qui vont faire de la promotion, qui vont être un peu plus fiscalité, un peu plus pointus sur des domaines internationaux. Et en fait, le notaire de votre voisin n'est pas forcément le notaire qui vous convient. Et il faut trouver un notaire avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez à l'aise, en confiance, où vous avez le sentiment d'être écouté, en fonction de qui vous êtes, que vous soyez entrepreneur ou particulier, ou que vous soyez un jeune actif qui n'a pas envie d'aller chez le notaire de ses parents, parce que c'est des cas que je rencontre régulièrement. Il ne faut pas hésiter à pousser plusieurs portes, à comparer et à trouver la personne avec qui vous vous sentez bien pour avancer sur vos projets. Voilà. Et alors, pas hésiter aussi à changer de notaire s'il faut, y compris si c'est moi votre notaire, parce que j'ai remarqué que souvent les gens pensent qu'ils ont un notaire attitré, que c'est la personne qui leur a fait l'achat et forcément la personne qui va leur refaire la vente ou la succession. Et on a du mal à sortir de ça. Et quand le notaire est parti à la retraite et que ça ne matche pas avec le remplaçant ou que l'étude a déménagé et que vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à aller voir ailleurs, que ce soit chez un notaire institutionnel, un jeune, un créateur, peu importe en fait, il y a des très bons partout, mais juste c'est votre projet, c'est un projet important, généralement quand on pousse la porte du notaire, c'est pas pour rien, donc c'est important que ce soit aussi des bons souvenirs et que vous n'ayez pas de sentiments de rancœur ou des sentiments de pas avoir été écouté, pas avoir été entendu ou qu'on vous ait pas répondu comme il faut. Voilà, donc n'hésitez pas à être curieux. On choisit son notaire aujourd'hui, et quand on n'a pas un feeling avec ce notaire, on passe la porte. En tout cas, les nouvelles générations, c'est ce qu'ils font. Et ce qui fait qu'au final, vous avez une clientèle qui vous ressemble. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup, par exemple. Ouais. Donc forcément, mes clients parlent beaucoup aussi, et c'est aussi pour ça que je les connais très bien, parce qu'on pousse l'intimité, forcément, en sachant l'âge et le prénom des enfants, les projets, les hobbies de chacun. Et tout ça, en fait, a un impact dans le conseil aussi, parce que quand vous avez le mari de madame qui est passionné de musique et qui a besoin d'avoir une salle pour mettre ses instruments, mais sans déranger
les voisins, ça compte pour le choix du bien que vous allez acheter. Ouais. Et enfin voilà, puis c'est des choses du quotidien qu'on finalement on rencontre tous à titre personnel. Et le fait d'avoir ces éléments-là, ça permet aussi de conseiller, de tisser un lien en fait un peu plus solide avec les gens. J'ai une question sur l'intelligence artificielle, pardon. Est-ce que aujourd'hui vous l'utilisez au quotidien? Finalement, l'AI va nous donner du temps avec l'humain, c'est-à-dire in fine le client derrière, à qui vous allez expliquer ce qui se passe et comment ça va se passer. Nouvelle question, est-ce que vous voudriez bien nous partager une anecdote, une anecdote marquante dans votre carrière ou peut-être un cas complexe que vous ayez dû faire? Des anecdotes, alors j'en ai pas mal, j'ai différentes cas de figure. La dernière anecdote marquante, c'était un monsieur qui est venu me voir pour me demander très sérieusement de lui trouver un enfant adopté parce qu'il n'y avait pas d'héritier. Alors je lui ai dit que c'était pas possible. Enfin, si rien n'est impossible, oui, voilà. Mais c'est pas vraiment à moi de le faire. Donc j'ai essayé de le guider. Tout le monde soit d'accord, quoi. Voilà. Bon, c'était assez étonnant. Alors il insistait, non mais vraiment, vous pouvez pas me trouver un enfant là entre 8 et 11 ans dont les parents sont dans la difficulté ou mère isolée et puis comme ça. Jusqu'à la fin de ma vie, c'était il voulait quand même qu'il y ait une passation jusqu'à sa mort, qu'il fasse connaissance et qu'il lui explique un peu son patrimoine, et qu'ensuite il lui lègue son patrimoine. Donc c'était assez original. Comme démarche, ouais. Comme démarche. Est-ce que vous avez un moment marquant de votre carrière que vous voudriez partager? Non, alors je dirais que moi ce qui me touche le plus, mais ça c'est encore un petit peu mon côté proche de mes clients, c'est quand je suis invitée aux crémaillères. D'accord. Je suis invitée au mariage, aux célébrations de Pâques. C'est pas systématique, mais ça arrive assez souvent et c'est toujours, ça me touche toujours énormément. Alors parfois on devient amis après, ça tisse un lien un petit peu plus profond parce que les gens vous reçoivent chez eux. Et malgré ce qu'on peut penser, les notaires, quand vous faites une vente, vous ne connaissez pas forcément physiquement les appartements que vous vendez et que vous achetez. Vous n'y allez pas, vous, dans l'appartement. Donc, ce contact-là où finalement le lien a été tellement intime qu'on vous invite à célébrer les Pâques, les mariages, les emménagements, les naissances aussi parfois. Ça, c'est vraiment des plaisirs qui sont liés à mon métier et que j'apprécie beaucoup. Quel est le dossier le plus marquant que vous ayez traité? Alors, je dirais qu'un dossier qui m'a perturbée, c'est un dossier que j'avais fait quand j'étais encore dans le sud de la France, où on a réglé 2 successions parce que les parents sont partis, enfin les grands-parents sont partis un peu l'un derrière l'autre. Et on s'est rendu compte que quand ils avaient quitté l'Espagne pour arriver en France, ils avaient décidé d'abandonner leur enfant qui avait 2 ans parce qu'ils ont estimé que c'était trop compliqué pour eux de repartir dans une nouvelle vie en partant de zéro pour ce jeune enfant. Et quand on a réglé la succession, on a découvert l'existence de cet enfant, sachant que ce couple... On est 40 ans après ou 50 ans après? Voilà. Ouais. Ce couple était resté ensemble et avait eu à nouveau, il me semble, 4 enfants. Et donc, en fait, ils avaient un grand frère du même père et mère. Et le plus fou, c'est que cet enfant vivait à 50 km de ses parents et de ses frères et sœurs de sang, parce que c'est même pas un demi-frère incroyable, c'est que c'est les enfants, les cousins germains, les enfants de cette fratrie, qui pour eux, c'était évident qu'il fallait tisser des liens avec les cousins germains qu'ils ne connaissaient pas, et qui en plus avaient à peu près les mêmes âges. Et ce sont les enfants qui ont reconstruit le lien de famille, donc la génération d'après. Et c'était très émouvant et assez intense, cette situation, de voir ces personnes qui ont grandi pendant presque 50 ans, enfin 45 ans, les uns à côté des autres, sans se connaître et sans savoir qu'ils avaient plus qu'une histoire en commun, quoi. On vit des systèmes, des situations incroyables dans le notariat. C'est pour ça, de temps en temps, quand les gens me parlent de leurs histoires de couple et de fidélité, d'engagement, mariage, remariage, etc.,
je dis souvent, vous savez, quand vous n'avez pas idée de tout ce qu'on peut croiser dans le notariat, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de schéma. On pense que les gens sont très classiques, ils le sont rarement. Ouais. Donc, il faut toujours se dire qu'on n'est pas forcément une exception. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et toutes les familles sont pleines d'histoires de famille. Et on n'est pas forcément obligé de les connaître. Mais Et lors d'un contrat de mariage, qu'est-ce que vous avez eu comme anecdote marquante? Qu'est-ce qui vous a étonné le plus comme réflexion entre futurs époux? Oui, alors un peu amusant, que j'ai eu l'année dernière, c'est dans le contrat de mariage, madame a absolument voulu que soient listés ses sacs de luxe qu'elle tenait de sa grand-mère et de sa mère, et elle voulait que ce soit pas un sujet de la provenance de ces sacs, et donc elle voulait absolument qu'ils soient identifiés dans le contrat de mariage et pas par acte séparé. Donc on a fini par le faire, c'était un peu anecdotique, mais c'était amusant. Moi, ce que je constate souvent, et je pense qu'il faut communiquer là-dessus, c'est que j'ai malheureusement eu des cas où les personnes pacsées étaient convaincues qu'elles étaient héritières l'un de l'autre. Oui. Or, sans testament, ce n'est pas le cas. Alors, je dirais que la jeune génération maintenant est un petit peu plus informée, mais les personnes qui se sont pacsées au début du Pacs ou dans les années qui ont suivi et qui vivent maritalement et qui ne ressentent pas le besoin de se marier aujourd'hui, ça nous arrive malheureusement de faire des successions, et c'est un peu la douche froide quand on se rend compte que on n'avait pas fait le nécessaire, il n'y a pas eu de testament et que le partenaire de Pacs n'est pas héritier, il est considéré quasiment comme un... Après, moi, je trouve que globalement, il y a une méconnaissance des règles de succession des Français, enfin des justiciables. Faut bien se renseigner pour... Voilà, personne ne sait qui sont les héritiers réservataires, quels sont les quotes-parts. Voilà, donc on essaie de faire des schémas en fonction du nombre d'enfants, de savoir s'il y a des enfants, il n'y a pas des enfants, des parents encore vivants, des frères et sœurs, etc. Quelle est l'idée reçue du notariat que vous aimeriez déconstruire? L'idée reçue, je dirais le côté un peu intouchable du notaire, c'est-à-dire, alors moi, c'est un peu grâce à ça que parfois je récupère des clients parce qu'ils sont un peu déçus d'avoir affaire qu'aux collaborateurs et de ne jamais voir le notaire. Alors ça, c'était un peu le notaire à l'ancienne, hein. On a vécu ça il y a quelques années où on voyait plus trop les notaires en titre, quoi. Et quand ils venaient à la fin du rendez-vous pour signer, ils repartaient. Parfois, il n'y avait même pas un regard pour le client. Et puis, bon, vous les récupériez derrière en disant, mon notaire, moi je sais que c'est mon notaire, mais lui, il ne sait pas que je suis son client, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un peu triste. Et à côté de ça, j'ai un très bon ami qui m'a dit... Catherine, je t'adore, je peux t'envoyer des clients, mais moi je viendrai jamais chez toi parce que moi j'adore les très grosses études où ça grouille, où j'ai 2 assistantes qui m'apportent un café quand j'arrive et que ça ressemble à des multinationales avec des écrans plats qui sortent des plafonds, et voilà. Et je lui en tiens pas rigueur, et il a tellement raison d'aller chez quelqu'un dans une grosse étude dans laquelle il se sent bien et que ça correspond à ses critères par rapport aussi à ses besoins, parce qu'il a des besoins qui sont assez complexes aussi. Donc il n'y a pas chacun a un profil, et même en fonction aussi de son projet. Vous pouvez très bien avoir un notaire pour votre entreprise qui ne va pas être le même pour vos enfants et vos affaires personnelles. Et à ce sujet, d'ailleurs, quel est le plus gros quiproquo que vous ayez eu avec un client? Là, j'ai eu le cas cette semaine d'un monsieur qui est venu signer une donation. Il a oublié sa femme. Il a oublié sa femme dans la donation? Non, enfin, au rendez-vous. Ah oui. Je dis, mais vous avez vu quand même qu'elle est propriétaire et qu'elle donne aussi. Ouais. Ah oui, je sais, mais fallait qu'elle vienne. Elle est à la campagne. Bon, on se revoit, on se rappelle. Voilà, petit quiproquo sur l'organisation du rendez-vous. Quel conseil vous donneriez à un jeune notaire qui se lance? Faire ce qu'il aime, pour le faire avec plaisir, Ouais. de ne pas se laisser influencer par ce qu'il peut voir autour, et puis de s'ouvrir aux autres. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous, c'est une belle profession. Il y a 10 000 manières d'exercer cette profession. Il y a forcément une manière où vous allez vous sentir bien et qui va vous correspondre. Et puis, n'hésitez pas à sortir de chez vous, à rencontrer des clients et à rencontrer des confrères et des partenaires aussi. Ouais, très bien. Des partenaires avec qui aussi vous vous sentez bien, parce que ça, c'est pas évident non plus. Je vais conclure là-dessus. Je vais vous poser une question sur Néo Notario. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur Néo Notario?
Néo-notario, alors moi je dirais que mon petit défaut, c'est que j'ai tendance à pas aller beaucoup sur la plateforme. Peut-être un petit peu plus de notifications sur les pièces qui sont mises en ligne par les clients quand ils reviennent sur la plateforme et qu'ils rajoutent des pièces. C'est faisable, je vais vous montrer sur quel D'accord, bouton il faut je cliquer. savais pas. Alors c'est vrai que parfois je passe un petit peu à côté, ils me disent ah mais ça y est, j'ai rempli. C'est vrai que nous, une fois qu'on a le client qui est en direct avec nous, on met en place aussi une plateforme et on n'a pas forcément l'idée qu'il va aller déposer par le biais de Néo-Notario. Qu'est-ce que vous aimez chez Néo-Notario ? Non, mais c'est très bien fait, hein. La prise de rendez-vous en fonction des disponibilités, la confirmation du rendez-vous. Bon, j'ai eu quelques couacs quand même avec parfois des clients qui estiment qu'à partir du moment où ils ont fait une demande de rendez-vous, c'est obtenu. Oui. Donc c'est vrai que parfois, alors souvent c'est des étrangers. C'est pas très clair pour eux qu'il faut une confirmation du confrère, du notaire, pardon. Peut-être ce qui serait pas mal, ce serait de pouvoir bloquer des créneaux où moi je sais que je vais avoir besoin de temps pour rédiger, mais qui pour autant ne sont pas des rendez-vous qui sont calés sur mon agenda professionnel, de pouvoir faire une espèce d'entre-deux. Certes, j'ai des rendez-vous, donc je ne peux pas en prendre d'autres, mais j'ai aussi des plages horaires où j'ai besoin de travailler et je suis pas en rendez-vous clientèle et je le marque pas forcément sur mon agenda. Et potentiellement, la personne va me demander une prise de rendez-vous à ce moment-là, alors que je sais que je suis pas réellement disponible à ce moment-là parce que je dois travailler sur un dossier. De votre temps dans l'agenda. Et c'est vrai qu'il manque ce petit... mais aussi à mettre en place par rapport à l'agenda peut-être Septéo, pour ma part, puisque c'est avec celui-là que je travaille, qui a un espèce d'entre-deux pour ces choses-là, qui ne soit pas bloquant pour nous prendre un rendez-vous de signature, mais qui soit un peu bloquant pour les clients néo-notariaux en disant là, en fait, je suis physiquement disponible, mais en réalité, je ne le suis pas pour un nouveau rendez-vous néo-notariaux. Mais sinon, globalement, ça se passe bien, hein, ça fonctionne bien. J'ai l'impression que la plateforme est bien utilisée. Alors, merci beaucoup de nous avoir fait confiance pour ce podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, LinkedIn, TikTok, Instagram. Et d'ici là, gardez le réflexe notaire. À bientôt.